Bon, alors bonjour à tous. Je vais vous présenter le topo ce matin, pollution atmosphérique et mortalité cardiovasculaire. C'est un sujet d'actualité. Ça va être surtout une revue de la biblio que j'ai actualisée avec les derniers papiers. Il y a énormément de papiers qui sortent tous les jours, qui sont présentés aux grands journaux, avec des milliers et quasiment des millions de personnes maintenant avec les méta-analyses. Et bon, voilà, ceux qui avaient été au topo de Chamonix, il y aura peut-être certaines redites. Et puis, il y a quand même un peu d'espoir, vous verrez à la fin. Alors, donc, à propos de la pollution atmosphérique, tu peux le changer, ça, Didier, ou pas? D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est la pollution atmosphérique? Le partage d'écran. Ouais. On essaie juste 2 secondes pour pas que vous ayez le carré orange au milieu. Comme ça. Tu fais comment? Tu changes de partage d'écran? Ouais, moi je refais partage d'écran là. Ouais. Tout en haut là. Ouais. Et je fais nouveau partage? Ouais. Et je le relance? Ouais. Là, c'est bon, vous le voyez? Non. Bon. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, qu'est-ce que c'est la pollution atmosphérique? C'est un mélange de gaz, monoxyde d'azote, dioxyde de soufre, ozone et de particules fines. Les particules fines, on les classe en 3 catégories, on entend pas mal parler. Les PM pour particle matter 0.1, 2.5 et 10 en fonction de leur taille. Alors, c'est petit, hein, c'est en microns. C'est les PM2,5 qui ont été le plus étudiées et c'est celles qui ont montré le plus fort impact sur le tissu cardiovasculaire en termes de mortalité. Quasiment toutes les activités humaines sont polluantes, de l'industrie, le secteur de l'énergie, au trafic routier et même à nos activités domestiques, chauffage, cuisine, éclairage, etc. Dans notre région et principalement dans toutes les métropoles, c'est le trafic routier qui est la principale source de polluants en NO2 et en particules fines. Et on peut voir sur les cartes que quand on regarde les émissions de polluants, ben en fait, ça refait complètement le réseau routier de l'agglo, ça c'est pour Grenoble, et on peut tracer la carte IGN dessus. L'hiver, là, actuellement, c'est aussi le chauffage à bois par des appareils peu performants. Il suffit qu'il y ait 300 Annéciens ou Grenoblois qui se chauffent avec des appareils peu performants pour vraiment polluer l'air de façon significative. C'est une problématique mondiale, hein. C'est principalement les pays en voie de développement qui produisent les polluants de l'air en grande majorité. Et c'est d'ailleurs 90% des décès en lien avec la pollution de l'air se passent dans les pays en voie de développement. Mais c'est aussi une problématique française. Là, vous voyez l'image de droite, c'est le classement des villes. Le classement des villes, alors on ne voit pas très bien avec le carreau jaune, mais qui dépasse le seuil d'alerte du PM10. Alors, le seuil d'alerte, c'est à partir duquel il y a vraiment un impact important sur la mortalité cardiovasculaire. Et on voit que finalement, Grenoble, ce n'est pas la première métropole, hein, c'est Lille en premier, avec le trafic routier des camions qui vont en Belgique et dans l'Europe du Nord. Puis Lyon, Nancy, Strasbourg. On peut regarder en fonction de où on habite sur le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes comment est la qualité de l'air. Donc ça, c'était hier sur l'image de droite. J'ai mis un peu la région. Alors je m'excuse pour Bellegarde, Rumilly et Thonon, mais sinon globalement, on voit que c'était pas pire. Par contre, il y a une semaine, c'était moins bon sur les métropoles, Annecy notamment. Chaque jour, on peut regarder. Avant de prendre une garde, on peut regarder par exemple. C'est vraiment un enjeu de santé publique. Hein. On estime qu'il y a 16% de la mortalité totale mondiale en lien avec la pollution atmosphérique, ce qui fait 9 millions de morts prématurées et 9 millions de morts qu'on pourrait éviter. 50% seraient liés aux particules fines. Donc on a dit 90% des décès dans les pays qui sont en voie de développement. Et on estime que l'exposition aux particules fines a explosé entre 1900 et 2000, plus 11%. Et que malheureusement, en l'absence d'initiatives mondiales, les épidémiologistes estiment une augmentation de plus de 50% du nombre de décès à 2050 en lien avec la pollution de l'air.
Alors, qu'est-ce que ça fait la pollution de l'air sur le corps humain? On entend beaucoup parler des pathologies respiratoires. En effet, hein, ça favorise les exacerbations et le développement des maladies respiratoires obstructives, asthme, BPCO, mais aussi un surrisque de néoplasie pulmonaire. Le tissu cardiovasculaire est également atteint. Donc ça, je vais largement le détailler après. Mais on parle moins de l'augmentation de risque de développement de diabète, d'obésité, notamment chez les enfants, de dyslipidémie et d'atopie. Et puis, malheureusement, je ne sais pas si vous savez, mais le QI baisse et la diminution des capacités intellectuelles, ça a été vraiment montré notamment sur des études in utero qui auraient un lien avec l'exposition in utero de la pollution de l'air sur le fœtus. Et puis, toutes les démences, des troubles neurodéveloppementaux, hein, c'est-à-dire l'autisme, les TDAH, les troubles de l'humeur, hein, où il y a des grosses études qui montrent une association entre une augmentation de l'exposition chronique en particules fines et ces affections-là. Il y a d'autres papiers sur l'insuffisance rénale chronique et puis les petits poids de naissance et les accouchements prématurés en obstétrique. Donc, au niveau de la surmorbimortalité cardiovasculaire, plusieurs effets et dichotomisés en deux temporalités différentes. À court terme, un surrisque de mortalité, hein, je vais largement le détailler après par la biblio, de décompensation cardiaque, d'événements thrombotiques, soit au niveau coronaire avec des infarctus, soit au niveau cérébral avec des AVC après dominance ischémique, mais il y a aussi les autres, et de troubles du rythme supra- ou ventriculaire. Et puis à long terme, sur des expositions chroniques, il y a la mortalité, la coronaropathie, et puis le surrisque de développer des facteurs de risque cardiovasculaire, diabète, HTA, obésité notamment. Donc, si on commence par la temporalité à court terme, ça, c'était un joli papier qui avait regardé la mortalité toutes causes et cardiovasculaires, notamment lors d'un pic de pollution. La majorité, c'est des études chinoises, hein, parce qu'ils sont très bons, les Chinois, pour faire des grosses études ou des grosses méta-analyses sur presque 10 ans. Et ils voyaient qu'il y avait une augmentation de risque de mortalité toutes causes et cardiovasculaires dans les 48 heures d'un pic de pollution. Et ça, c'était en particules 10. Au niveau des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, c'était moins franc. C'est une étude européenne qui avait montré, ils avaient juste trouvé un surrisque sur le plan statistique significatif pour l'ozone. Mais l'ozone, c'est difficile à interpréter parce que c'est en lien avec l'humidité, la température et il peut y avoir des facteurs de confusion importants. En surrisque de SCA, ça c'était pour les PM 2.5, mais la courbe est à peu près la même pour les PM 10, où il y a une tendance à avoir un surrisque de SCA dans les 24 heures d'un pic de pollution. Et ça, c'était une jolie étude. Peter, c'est un peu la pompe de la pollution en Angleterre, qui avait regardé le surrisque de faire un infarctus quand on était sur un axe routier fréquenté, et notamment un surrisque dans l'heure d'être en voiture, bicyclette ou transport en commun dans l'heure d'un pic de pollution. Elle avait montré un surrisque de faire un infarctus. Alors voilà, ça peut faire partie de l'interrogatoire quand ils arrivent maintenant. Il y avait aussi un surrisque d'AVC ischémique, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est une jolie étude, même quand on ajuste avec les facteurs de risque qu'on connaît, et ben, dans les 24 heures d'un pic de pollution en PM2,5, on voit un surrisque d'AVC ischémique là, pour l'étude. C'est marrant parce qu'ils regardent sur les petites et les grosses artères et puis ils regardent les causes cardio-emboliques, j'en parlerai après. Mais en effet, il y a un surrisque de faire de l'AFA. Ça, c'était sur un DEF double champ, des patients qui étaient équipés d'un DEF double champ, mais regardaient le risque de faire de l'AFA. Alors, c'était plus de 30 secondes dans les 2, 6, 12 heures d'un pic en PM2,5 ou en black carbone, c'est un dérivé du monoxyde d'azote voilà, c'est un dérivé des polluants qui se transforment dans l'atmosphère, et puis NO2 qui est surtout le trafic routier. Et voilà, vous voyez pour les PM2,5 surtout un surrisque de faire de l'AFA sur les patients équipés d'un DEF dans les 12 heures d'un pic. Et puis, il y a aussi des troubles du rythme ventriculaire. C'était des patients équipés d'un défibrillateur. C'était le surrisque de faire de la TV traitée par ATP ou de l'AFV. Et ils voyaient notamment dans les 24 heures d'un pic de pollution en fonction vous avez les polluants, PM10, PM2,5 ou NO, c'est les trois principaux qui sont étudiés parce que dans les bases de données internationales, pour l'instant, c'est ces trois-là qui sont mesurés dans l'air. Et on voit un surrisque que les patients soient choqués, soit fassent de l'ATP sur leur DEF dans ces pics de pollution. C'était des études suédoises. Ça, c'est les décompensations cardiaques. Pareil, ils ont vu dans les pics de pollution, que ce soit pour l'ozone, le NO2, le SO2 et puis le monoxyde de carbone,
un surrisque, que les patients soient hospitalisés et meurent d'insuffisance cardiaque dans les suites d'un pic de pollution. Ça a été bien montré notamment pour les PM2,5, encore une fois, hein, c'est vraiment les principales particules fines qui ont été étudiées et qui ont montré leur impact. Et ils estiment dans leur papier, dans la conclusion, c'est un joli papier celui-là, que si on arrivait à réduire en moyenne dans les États américains de 3,9 microgrammes par mètre cube d'exposition chronique en PM2,5, eh ben on éviterait 7 978 hospitalisations pour insuffisance cardiaque et puis on pourrait mettre de l'argent ailleurs. Donc ça, c'était la temporalité à court terme. On a bien vu donc, les effets à court terme des pics de pollution hein, sur à peu près toutes les maladies cardiovasculaires qu'on peut accueillir à l'hôpital. Puis sur la temporalité à long terme, il y a encore pas mal de choses. C'est des grosses méta-analyses. Ça, c'est une des méta-analyses les plus récentes qui montrent une mortalité toute cause sur une exposition chronique aux particules fines assez significative dans globalement toutes les méta-analyses de 25 ans de cohorte. Ils estiment dans une autre étude un peu plus ancienne, plus 6% de mortalité toute cause pour toute exposition croissante de 10 microgrammes par mètre cube en PM2,5. Il faut avoir à l'idée que les moyennes d'exposition en fonction des continents ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que moi, dans ma thèse à Grenoble et dans la région Rhône-Alpes, on était autour entre 12 et 15 microgrammes par mètre cube de PM2,5 sur une exposition chronique annuelle, alors qu'en Inde ou en Chine, ils sont entre 70 et 100 microgrammes par mètre cube. Donc, voilà, les différences d'exposition ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, en fonction des études, forcément, et on comprend mieux pourquoi les Chinois publient beaucoup et ont des résultats statistiquement significatifs, l'exposition est bien plus importante. En termes de mortalité cardiovasculaire, le risque, je l'ai déjà dit, est particulier pour les PM2,5 et dans les études, ils estiment que pour une augmentation d'exposition de 10 microgrammes par mètre cube de PM2,5 hein, en palier, on augmente la mortalité cardiovasculaire de 11%. Ça, c'était une grosse méta-analyse aussi. Alors ça, c'est intéressant, ils ont regardé le risque de faire une mort subite dans sa vie en fonction de là où on habite. Alors, c'est pour les personnes qui veulent changer de domicile. Il faut regarder les cartes parce que plus on est proche d'un axe routier fréquenté, et donc notamment d'une autoroute ou d'une grosse nationale, on avait plus de risques, même ajusté à tous les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on connaît, de faire une mort subite. Donc notamment, on peut voir entre 0 et 50 mètres, donc ça c'est vraiment quand même pas très loin. Et finalement, plus on s'éloigne et moins le risque est là. Pareil pour le risque de coronaropathie, hein, la mort subite et la mortalité à long terme est surtout en lien avec une mortalité liée aux cardiopathies ischémiques. Finalement, on a un surrisque d'avoir une cardiopathie ischémique plus on est exposé aux particules fines et notamment dans les études au PM2,5 et au PM10. Plus 13% hein, de développer une coronaropathie par exposition croissante de 5 microgrammes par mètre cube. C'est-à-dire que plus on est exposé, plus on a un risque de boucher une coronare. Ça, c'était des jolies études faites dans la région des Grands Lacs, hein, notamment entre la frontière américaine et canadienne, où ils avaient étudié que même ajusté aux facteurs de risque cardiovasculaire, plus on était exposé aux particules fines, et il y en a pas mal, vous voyez les courbes là d'exposition au PM2,5, plus c'est rouge, et plus vous êtes exposé, et plus vous avez un risque de développer une hypertension artérielle, même ajusté avec les autres facteurs confondants. C'était pareil, la même équipe qui ont publié pour le risque de diabète, où c'est une grosse méta-analyse où ils voient qu'il y a un surrisque de développement du diabète, plus on est exposé aux particules fines. Alors, des populations fragiles, hein, notamment nos populations coronariens, c'était une étude qui avait étudié dans un pic de pollution les coronariens qui venaient un mois après un infarctus voir leur cardiologue, et ils avaient vu qu'au décours d'un pic de pollution, si on leur faisait un électrocardiogramme, l'ECG bougeait avec des troubles de repolarisation de façon significative dans les 24 heures d'un pic de pollution. Pour les insuffisants cardiaques, ça, je vous ai remis la méta-analyse qui disait que au décours d'un pic de pollution, il y avait plus d'admissions pour insuffisance cardiaque et plus de décès. Mais quand on prend nos patients insuffisants cardiaques et qu'on les fait marcher dans un air pollué, ils montent plus leur BNP que quand on les fait marcher dans un air un peu plus propre.
Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on s'est posé la question sur quels sont les mécanismes qui expliquent une surmorbimortalité cardiovasculaire et est-ce qu'on peut jouer dessus. Donc, 5 mécanismes ont été mis en évidence. Stress oxydatif, activité pro-inflammatoire, ces deux-là conduisent à une altération de la fonction endothéliale avec une tendance à la vasoconstriction. Un déséquilibre du système autonome en faveur du système nerveux adrénergique, ça c'est vraiment en faveur d'un stress pro-adrénergique avec notamment qui peut expliquer un surrisque des troubles du rythme supra et ventriculaire. Et puis ils ont pu voir dans les études ANAPAT une toxicité directe des particules ultra fines qui ne sont pas les 2,5 parce que les 2,5 ne passent pas par les alvéoles, sont les 0,1. Sur le myocarde directement, où les particules fines que vous inhalez, et ben, elles se baladent dans votre sang, puis après elles vont se mettre un peu partout dans l'organisme, et notamment dans votre myocarde. Ça a été bien montré par c'est des adolescents lapins qu'on a fait respirer l'air d'Ottawa pendant 1 mois, puis après ben, on a regardé au niveau de leur coronaire et au niveau de leurs alvéoles comment ça s'était passé après 1 mois de respirer l'air d'Ottawa. Et puis, ce qu'on voit bien, c'est que dans les macrophages alvéolaires, on voit des particules fines qui ont été absorbées et qui vont aller se balader dans le sang. Et puis, alors ça, c'est les adolescents lapins qui étaient tout beaux, tout propres avant de respirer l'air d'Ottawa. Ils avaient des coronaires, on imagine, jolis. Et puis ça, c'est au bout d'1 mois de respirer l'air d'Ottawa. Alors, c'est pour des adolescents lapins, mais quand même. Et on voit toutes les lésions anatomopathologiques de la plaque, de la chape fibreuse coronaire avec... de là juste l'épaississement à la chape qui va se rompre et qui va thromboser la coronaire. Et puis ça, c'était le diagramme. Par rapport aux lapins qu'on avait fait exposer versus les contrôles, il y avait plus de lésions coronariennes athérosclérotiques. Bon, ça, c'était chez le lapin, mais bon, ça existe aussi chez l'homme. Quand on regarde le diagramme, la figure en haut, ça représente le score calcique coronaire chez des êtres humains en fonction de leur résidence principale en lien avec proche ou un peu moins proche d'un axe routier fréquenté. Là, vous voyez entre 0 et 50 mètres et puis plus de 200 mètres. Puis on voit que plus on habite proche d'un axe routier fréquenté et plus on a de risque d'avoir un score calcique élevé. Même ajusté avec notamment la classe socio-économique, parce qu'on sait bien que malheureusement, moins on a de revenus, plus on est proche des axes routiers fréquentés dans des immeubles et plus on a de risques de faire de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, etc. Mais même ajusté par rapport à ces facteurs de risque-là, la distance géographique à un axe routier fréquenté est associée à un score calcique coronaire plus élevé. Et puis, c'est joli parce que là, il regardait dans la même population si le patient était actif ou pas et donc quittait sa résidence principale. Et on peut voir que s'il est inactif, donc au chômage ou retraité, en effet, il a un surrisque d'avoir un score calcique élevé parce que forcément, il reste plus fréquemment, en tout cas, c'est comme ça que les auteurs l'expliquent, près de la source de polluants importants qui est l'axe routier, comme je le rappelle, dans les principales métropoles françaises et autres. Alors ça, c'était un papier récent qui a regardé en coroscan avec une image endocoronaire. Alors, je n'ai pas exactement tout à fait compris comment ils arrivaient à nous dire ça, mais en tout cas, plus on se rapproche d'un axe routier fréquenté et plus on a de risques d'avoir des lésions dans un score calcique élevé. Mais en plus, ils étaient capables de dire qu'en regardant un peu l'imagerie endocoronaire, la plaque qui mesurait juste en score calcique, au coroscan ou en score calcique, ce que nous, on évalue en termes de charge calcique, et finalement, en endocoronaire, la plaque endocoronaire était à risque de se rompre. Ils disent un nécrotique corps, voilà, la chape fibreuse était plus importante, plus on habitait proche d'un axe routier fréquenté. Ça, c'était une étude qui date des JO de Pékin en 2008, où le gouvernement chinois, ils avaient instauré la circulation alternée, puis ils avaient demandé aux industries de réduire drastiquement leurs émissions polluantes. En fait, ils avaient mis les industries à l'arrêt pour que nous, touristes venant voir les JO, pouvions admirer le ciel un peu plus bleu qu'il n'est gris habituellement. On a vu que donc, entre cette politique un peu drastique de réduction des émissions de polluants de l'air, ils avaient réduit en effet leurs émissions. Ils étaient quand même passés de 100 en concentration moyenne en PM2,5, ce qui, je vous le rappelle, est énorme par rapport à nous, à 69. Et quand ils regardaient, notamment sur des volontaires sains, notamment le facteur de Villebrand, ou en tout cas
le fibrinogène, vous voyez, qui réduisait les marqueurs du stress pro-inflammatoire, et notamment en fréquence cardiaque, ils arrivaient, les volontaires sains, quand l'air est un peu plus propre, avaient une fréquence cardiaque un peu plus basse. Alors après, on peut se poser la question, qu'est-ce qui explique cette surmorbimortalité cardiovasculaire? On a compris les mécanismes, mais sur quelle artère, en tout cas, jouent principalement les polluants de l'air? Pour rappel, l'anatomie coronaire, nous, on est très habitués à voir la coronarographie avec les gros troncs, mais en fait, le réseau coronarien, il est beaucoup plus compliqué et dense, ce qu'on peut imaginer en coro, avec tout ce qu'on appelle la microcirculation coronaire qui régule l'apport en oxygène du sang pour le myocarde. Et ça, malheureusement, on a du mal à le mettre en évidence. Il y a des techniques invasives, notamment l'IMR et la CRF en l'absence de lésions épicardiques, mais c'est pas forcément facile à mettre en place dans des grosses cohortes et puis au jour le jour parce que ça demande de faire une angiographie coronaire. Et puis, malheureusement, en non-invasif, pour l'instant, les études, elles sont un peu balbutiantes pour mettre en évidence l'atteinte de cette microcirculation coronarienne. Mais cette microcirculation coronarienne, on sait qu'elle est impliquée dans tous les cadres pathologiques de la cardiologie, que ce soit les facteurs de risque cardiovasculaire. Nos patients qui sont diabétiques, qui fument, qui mangent trop de sucre, ils ont une atteinte de cette microcirculation coronarienne. Dans toutes les cardiomyopathies, on sait que la microcirculation coronarienne est aussi atteinte, que ce soit aussi dans la coronaropathie ou quand on fait des angioplasties ou des pontages, on altère cette microcirculation coronarienne et cette atteinte-là est vraiment pronostique en termes de morbimortalité cardiovasculaire. On a réussi à mettre en évidence l'atteinte de la microcirculation périphérique par la pollution de l'air. C'est-à-dire que c'est plus facile à mettre en évidence la microcirculation rétinienne, brachiale et mésentérique. Et on voit que chez les patients exposés aux particules fines, il y a une altération de cette microcirculation périphérique. Donc ça, c'est une jolie étude. Vous voyez le tableau là, de 2017 sur des enfants jusqu'à 7 ans. Où ils regardaient la microcirculation rétinienne. Et donc, pour les parents, ce n'est pas forcément facile à lire, mais malgré tout, quand il est mesuré la pollution de nos enfants dans la cour de récré ou dans la classe, plus ils étaient exposés donc ça c'est l'exposition récente et puis l'exposition chronique aux particules 2.5, et plus il y avait une vasoconstriction de l'artère de la rétine et même de la veine. Chez l'humain, on n'a jamais réussi pour l'instant à mettre en évidence déjà on a du mal à la mettre en évidence, l'atteinte de la microcirculation coronarienne, mais l'association entre microcirculation coronarienne et pollution, forcément on le suspecte de par les mécanismes physiopathologiques, mais en tout cas on n'a pas encore réussi à mettre en évidence, que ce soit en invasif ou non. Par contre, il y a 2 études qui ne sont pas forcément de grosses populations, mais chez les rats, on a mis en évidence une atteinte de la microcirculation coronarienne des rats quand ils sont exposés de façon prolongée à un air pollué. Alors, avec tout ça, et puis vu le contexte, c'est assez de bon ton, on pourrait se demander s'il y a des études qui ont parlé des masques. Alors, il y a une seule étude vraiment qui a montré un intérêt des masques pour se protéger de ces effets-là. Les masques chirurgicaux ne marchent pas du tout, si vous vous posiez la question. Il y a ce modèle-là, qui est donc le 3M8210B, valvé, qui a montré dans les études un bénéfice cardiovasculaire à porter ce masque-là dans un air pollué, qui réduit dans le sang l'état de stress pro-inflammatoire en baissant les marqueurs pro-inflammatoires, et qui a montré chez les patients qui le portaient, c'était des patients et volontaires sains et dans une autre petite population des patients atteints de cardiopathie ischémique, une réduction de leur fréquence cardiaque et de leur pression artérielle quand ils portaient ce masque-là. C'était une étude en crossover, donc ils le portaient puis ils ne le portaient plus, ou inversement. Et quand ils marchaient dans un air pollué avec le masque, ils réduisaient leur fréquence cardiaque et leur pression artérielle par rapport à quand ils ne le portaient pas. En conclusion, on estime, l'OMS estime en 2018 qu'un individu sur 10 dans le monde respire un air de qualité. En rouge, c'est la proportion par continent de personnes qui respirent un air de mauvaise qualité. Vous voyez que le rouge est largement prédominant. Donc, il y a du travail.
Et malheureusement, en l'absence de stratégie politique et de comportements individuels qui vont changer, on risque de poursuivre cette courbe, enfin cette image-là, voire qu'il n'y ait plus que du rouge. Par contre, il y a quelques notes d'espoir. C'était une étude japonaise où ils ont vraiment pris conscience du problème entre 2000 et 2010 et qui ont réduit drastiquement leurs émissions de polluants de l'air. Là, on voit pour les NO2 et pour les PM2,5, où entre 2000 et 2012, ils ont franchement réduit leur exposition chronique en particules fines et ils ont pu étudier et remarquer une diminution de leur mortalité toute cause et de leur mortalité cardiovasculaire dans cette période-là. Donc, c'est que ça marche, c'est que si on veut le faire et si on met en place des stratégies de politique publique, ça fonctionne. Et puis ça, c'est un petit mot de fin. C'est un des livres de mes enfants, où c'est l'histoire du colibri. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un petit oiseau qui est dans une forêt qui commence à brûler. Et puis, les animaux, ils ont tous peur et ils regardent malheureusement et ils pleurent. Puis le colibri qui est tout petit, il va chercher de l'eau, puis il va arroser comme il peut. Puis à un moment, les oiseaux, ils demandent, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec ces petites gouttes, tu vas éteindre le feu? Puis le colibri, il dit, je sais bien que je n'y arriverai pas toute seule, mais je fais ma part. Voilà. Merci.